Aujourd'hui, nous recevons une paillette qui a découvert bien plus tard les blessures de son enfance. Coucou. Hello. C'est bon? C'est bon? C'est tout bon. Bien On t'entend installé? bien, parfait. Parfait. Alors c'est parti, bonjour. Bonjour. Salut les paillettes. Salut les paillettes. Bienvenue. Nouvel épisode de Je suis une paillette. Ouais, on continue l'aventure. Ça a l'air de vous plaire. Ça a l'air, et ça nous plaît à nous, donc on continue. Exactement. Avec une nouvelle paillette incroyable aujourd'hui. On va pas donner ton prénom tout de suite, on va faire comme d'hab, hein, ma Ginger. Bah oui, bien sûr. On va commencer par une petite introduction. Comme sur Caramel à la bonne époque. Un petit ASV. Exactement. Tu nous spoil et tout carrément. Alors, mon âge, bientôt 42. Je suis une fille, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, et ville Mérignac, Ah, trop bien. à côté de Bordeaux. à côté de Bordeaux. Elle vient de chez nous, Voilà. elle nous a ramené des cannelés. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et ma profession, je suis responsable d'études cliniques au CHU de Bordeaux. Donc, voilà, je mets en place des protocoles de recherche clinique. Je m'occupe de tout Ah ce ouais. qui est réglementaire, tout ça. Ouais. Waouh. Sur un sujet en particulier? Non, j'accompagne les médecins de différents services. D'accord. D'accord. Cardio, pédiatrie, tout ça. Ok. Un métier méconnu, hein, en tout cas de moi. Bah, Je sais oui. En fait, pour faire avancer la recherche, il faut faire des essais cliniques. Ouais, Et il y a des petites mains derrière qui font tout le réglementaire parce qu'il faut demander les autorisations. ouais, d'accord. Ouais. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est Encore. ouais, bah c'est ça. lourd, mais c'est obligatoire. Ouais, Ouais. bien sûr. Ok, Voilà. bienvenue, ton prénom. Parce qu'on l'a pas Géraldine. dit. Géraldine la Mais paillette. oui, c'est vrai. Bah oui. Merci d'être là, Géraldine. Merci beaucoup. plaisir. D'avoir fait la route depuis Mérignac ce matin très tôt. C'est ça. Pour être là très tôt aussi. Merci beaucoup. Alors, tu le sais, il y a un petit questionnaire en début d'émission qu'on aime bien faire avec toutes nos paillettes invitées. Pour les détendre, en fait. Tu sais, Voilà, comme c'est ça, ça. on te connaît après ça et puis on peut y aller. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot pour décrire ton humeur en général? Positive. Je le suis quasi dans toutes les situations. J'essaye. Ouais, ouais. C'est génial d'avoir. C'est un pouvoir. C'est un super pouvoir. Ouais. Ça, c'est clair. je trouve, hein, Ouais. franchement. Le défaut que tu détestes chez toi le plus? C'est que j'ai tendance à me renfermer quand une situation me convient pas, quand je suis vexée ou je suis pas spécialement susceptible, mais il y a des situations comme ça. Je me renferme, je rumine, je rumine beaucoup. Je boude pas, mais je rumine. Ouais, Et, c'est une différence. C'est pas Ah la non, même non, chose. j'en veux pas aux gens. C'est Ouais. moi avec moi-même, j'ai du mal à gérer ce qui arrive. Ouais. Je le digère et après je communique. D'accord. Alors je travaille beaucoup, hein, Mhm. voilà, pour justement réussir à communiquer de suite, parce que les gens on les revoit pas forcément Mais tout de parce que suite. ça peut prendre beaucoup de temps, Oui, c'est Non. ça. cette rumination. Non, pas beaucoup, mais c'est frustrant aussi pour les gens en Ouais. face qui voient que bam, voilà, ça y est, Ah, je tu suis te fermes. touchée, je me ferme. Une huître. Ouais. Il y a un sujet qui te touche particulièrement sur lequel on peut pas t'attaquer, entre guillemets, sur lequel t'as pas d'humour, on va dire? Non, pas spécialement. Non. En fait, non, mais ça va être, mais même dans le quotidien, quoi. Quand Ouais. j'ai mon conjoint qui va me faire une petite réflexion Ah. sur un truc et tout, boum, je Tu vais te me fermer, fermes. puis après je vais lui dire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a Ok. une addiction que tu assumes totalement? Il y en a deux. Il y a Google. Ouais. Et je ne peux pas rester sans réponse. Oh. Ah oui. Ah, t'es pas Quand- passé à ChatGPT Oui. encore? Non. Tant non, mieux, non. n'y va pas. Non, non. Si t'as cette addiction, n'y va pas. Non, mais je vois quelqu'un à la télé, de connu, je veux savoir son âge, je ne peux pas m'empêcher de prendre mon téléphone et faire des recherches tout le temps. D'accord. Tu regardes une série, un film, Insupportable. c'est tout le temps. Ouais. Je pense qu'on est nombreux à avoir Ouais, cette ouais, addiction. ouais. Ça et le pulque au citron. Ah ouais. Je bois ça depuis des années Comme mon dans mes chéri. gourdes. C'est dingue. J'ai du mal à ne Je crois pas que vous boire êtes de deux. l'eau, sauf à table, mais sinon, ouais. Pulque au citron. Oh là là, voilà, j'ai une gourde, j'ai du pulco, c'est tout le temps. Ok. C'est hyper drôle. Le plat qui te sauve quand t'es en mode flemme. J'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie, je fais Des ça. œufs à la coque. Avec des Oh. bonnes C'est petites trop mouillettes. Oh, Ouais. c'est trop beau. C'est bien, c'est un peu, J'adore. Un peu régressif. Ouais, Ouais. exactement. Eh ben, écoute, on va rester sur le régressif et le doudou. Est-ce que tu as un souvenir qui est comme un câlin pour toi? C'est un endroit. C'est Mhm. le centre équestre de mon enfance. Et c'est ma safe place pour. Voilà. Mais ok, alors cet endroit, tu y penses quand t'es pas bien ou il faut que tu y ailles? Non, j'y pense. T'y Aujourd'hui, penses et ça te- je n'y vais plus. Ouais. Mais j'y pense. Et je ressens encore les odeurs des Mhm. chevaux. Voilà. C'est Ouais. l'essence en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ma Réveille petite ce Madeleine de sens. Proust, mais bien-être, sérénité. Ouais. C'était mon Génial. refuge, ouais. Ouais. C'est chouette. Et le petit truc qui peut te mettre en colère directement? Comme beaucoup de gens qui ont vécu des choses un peu compliquées, l'injustice. Ouais. Ça me rend folle. Alors, sur moi, ça va. Mhm. Sur mes enfants, c'est pas possible. Ah, tu montes au créneau direct. C'est, Ouais. c'est On la peut lionne, tuer, quoi. hein. Moi, Ouais. c'est ce qu'on se dit tout le temps avec mon chéri. Je peux tuer, là. Ouais. C'est ça. Et c'est Valentin, notre paillette, qui avait Oui. eu la même réflexion que toi. Ouais. L'injustice.
Ouais. Et surtout au sujet de tes enfants, du coup. Ouais. Alors, tu nous disais au début de ce petit questionnaire que tu avais du mal à communiquer. Là, tu sors de tes gonds tout de suite. Il n'y a pas de moment où tu vas te... Si on parle d'injustice au sujet de tes enfants, c'est tu vas foncer ou tu vas... Non, je vais le vivre intérieurement déjà. Ouais. D'abord. Ouais. Et puis après, je vais mettre quelque chose en place pour que cette injustice s'arrête. Alors, si c'est faisable. Oui, bien sûr. Parfois, c'est des trucs bêtes. Hein, mais je vais prendre contact avec les profs pour expliquer une situation. Si mon fils a été accusé de quelque chose. Enfin voilà, je vais essayer en quelque sorte de rétablir cette injustice. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, tu as 2 enfants. J'ai 2, Qui ont quel âge? Un grand de 12 ans, ouais. qui est en 6e, et une petite de 7 ans. D'accord. Et tu nous disais que tu avais un conjoint aussi. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Depuis 20 ans. Oh, c'est beau. On aime bien. Et on se marie au mois de septembre. Oh, c'est pas vrai! Pour nos 20 ans. Ouais. Ah ouais, vous n'avez pas voulu le faire avant? Non, parce qu'on attendait d'être bien avec nous-mêmes. D'être sûr, on voulait être sûr que vraiment on était fait l'un pour l'autre. 20 ans, c'est bien. Hein, et puis qu'on était bien avec nous-mêmes. Ouais. Et voilà. Et puis c'est tellement chouette de faire un mariage avec les enfants. C'est merveilleux. Ouais. Très bonne idée. Très, très chouette. Géraldine, t'es venue pour nous raconter quoi? Un parcours. Ouais. Un long parcours. Et qui, j'espère, va peut-être résonner chez certaines personnes, hommes ou femmes, parce qu'il n'y a pas de... Et il a démarré quand, ce parcours? Il a démarré... il a démarré, moi, petite. Ouais. Donc, je suis née dans une famille de parents hyper aimants. J'ai jamais manqué d'amour. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, 3 ans et demi. Et voilà, j'ai toujours pensé que j'avais la famille idéale, on communiquait bien, j'étais très heureuse. Et puis j'ai eu des petits prémices de petites choses, l'adolescence un peu compliquée. Alors pas crise d'adolescence comme on l'entend, j'étais pas révoltée, mais mon père qui ne pouvait pas me toucher sans que je l'envoie péter. Voilà. Quand il s'approchait de toi, tu avais un rejet, mais tu savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi il ne pouvait pas me mettre la main sur l'épaule, c'était compliqué. Que ton père? Que mon père. D'accord. Après, on n'était pas très câlins. Ouais, il y avait beaucoup d'amour, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de communication sur les sentiments, des choses comme ça, mais on savait qu'ils étaient là. Donc, c'était sécurisé quand même de ce côté-là. Et donc, il y a eu ces petits prémices-là. Et puis après, voilà, j'ai grandi. J'ai rencontré mon amoureux, j'avais 22 ans. C'est un amour de vacances. On s'est rencontrés à Royan. Et je peux juste te poser une question. Est-ce que quand tu ressentais cette espèce de rejet comme ça, tu te questionnais ou pour toi c'était totalement normal? C'est voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Non, pas du tout. Alors je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette haine, parce que c'était vraiment contre mon père, parce que je l'aimais plus que tout, mais j'avais vraiment, et je m'imaginais parfois le taper, l'émasculer même. Donc c'était voilà. Mais quand on a entre 12 et 16, 17 ans, on ne sait pas ce que ça peut refléter. Après on comprend que c'était déjà un des premiers symptômes qui voilà. Mais mes parents le voyaient bien. Et eux, ils te questionnaient? Pas du tout. Non. Ils se sont dit, c'est l'adolescence, c'est tout ça. Avec ta mère, physiquement, vous étiez proches? Ouais. Oui. Ouais, on se faisait pas des millions de câlins, mais on était proches. T'avais pas aucun. Ton corps ne réagissait pas à ta maman qu'à ton papa. Pas du tout. D'accord. C'était que mon père. Après, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ma famille. Il y a mon père, il y avait mon frère et mon grand-père, le père de mon père. Donc, voilà, il y avait qu'avec lui où c'était vraiment compliqué. Donc, voilà, donc j'ai grandi, j'ai rencontré mon chéri Sylvain. Et puis là, ça a été un peu plus compliqué. Lui, il habitait à Brive, moi à Paris. Donc, il y avait de la distance. Ça allait bien au début. Et puis, moi, j'ai déménagé à Limoges pour finir mes études, pour faire ma 4e et 5e année, pour être plus près de lui. Oui, c'est ça, tu te rapproches un peu. C'est un beau sacrifice de partir à Limoges. Cela dit, c'est toi qui l'as dit. C'est pas nous. Non, c'est une belle ville. Mais... non, mais on connaît. On rigole, bien sûr. On plaisante. Venant de Paris, le choc est un peu différent. rude. Voilà. Oui. Et là, j'ai commencé à ressentir des petits blocages, des choses. J'étais moins à l'aise avec la sexualité, les choses comme ça. Ça commençait à se bloquer un petit peu. Vous étiez ensemble depuis longtemps, là, à ce moment-là? 1 an. 1 an, oui. Mais pas avec tes petits copains précédents? Non. J'en ai pas eu des tonnes. Oui, mais non. J'avais eu de la sexualité avant, il n'y avait pas eu de problème. Parce que c'était court.
Ouais. Oui, ok. Oui, et là, ça s'installait. C'était une relation qui s'installait. Il commençait à faire partie de la famille. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris plus tard. Il commençait à faire partie de la famille. Donc, mon corps s'est mis un peu en alerte en disant attention. Voilà. Donc, j'ai tout de suite, moi, dans ma famille, on est très. Si on a un problème, on va voir. On le règle. Voilà. Donc, j'ai été au CMP de Limoges, au centre médico-psychologique. J'ai vu des gens. Bon, voilà. Ça m'a aidé. Oui et non. Bon, c'était le début, quoi. Ouais. Le début, voilà. Et attends, parce que quand tu vas, tu dis il y a un problème, je vais le régler. Mais oui, je comprends pas. Bah, tu leur demandes quoi? Parce que pour aider, j'y vais, je comprends pas. J'ai des blocages, j'ai du mal avec le toucher, les caresses, les choses comme ça. Moi, quand je me retrouvais dans mon appartement toute seule à Limoges, je me mettais sur mon canapé, je m'imaginais me couper les seins. C'est vraiment sur la poitrine, c'était compliqué. J'avais cette, c'était de la haine, vraiment de la colère contre mon corps, mais que niveau poitrine. Hein. Ouais. Donc bon voilà, donc je comprenais pas. Après. Donc, tu es allée chercher des réponses. J'ai allé chercher des réponses, mais moi, je ne donnais pas beaucoup d'indices parce que je ne savais pas à l'époque. Bon, voilà. Et puis, ça m'a un peu aidée, mais les blocages persistaient et puis ça devenait de plus en plus compliqué. Voilà, le toucher devenait compliqué. On a déménagé tous les deux, on est remonté à Paris. Il a fini ses études à Paris et puis il y a eu toujours ça. Et là, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné les psychologues, les psychiatres. Tu cherchais. Je cherchais vraiment. En fait, moi, le fil rouge, c'est moi. C'est je me suis promis et j'ai promis à Sylvain, je mourrai en sachant et je n'arrêterai jamais de me battre pour aller mieux. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que je suis positive, c'est-à-dire que je suis certaine qu'on peut toujours progresser et je me battrai. Jamais je baisserai les bras. Donc j'en ai vu, j'en ai vu. Et puis il y a une psychiatre qui m'a dit un jour quand je parlais, elle me dit avec votre grand-père, donc le père de mon père, je sais pas, il y a quand même des choses qui sont un peu un climat incestueux, on va dire, un climat incestueux. Elle te dit ça comme ça? Oui, parce que je lui raconte des choses qui moi me paraissent pas foufou, normal, mais elle me dit que c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Moi, j'ai perdu ma grand-mère, j'avais 10 ans. Et donc lui après il a voulu que je mette ses affaires, son parfum, des choses comme ça, donc il y a une voilà. Quand t'avais 10 ans? Voilà, 10-11 ans. Oui, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, mais moi c'est vrai que quand tu le vis, tu dis quand t'es enfant, oui, tu vois, tu sais pas ce qui est normal ou pas. Oui, c'est ça. Ouais. Bon voilà, c'était et puis il y avait des choses qui me revenaient, des vidéos qu'on avait vues parce que mon grand-père filmait beaucoup en Super 8 voilà, et puis un jour on était chez lui, puis il y avait une vidéo de moi qui sort d'une petite piscine gonflable, j'avais 5-6 ans, j'étais toute nue. Et il me fait une réflexion devant tout le monde, mes parents, mon frère. T'aurais pas été ma petite fille, voilà. Et là, sur la vidéo. Sur la vidéo. Et alors là, la psy, la psy, elle se dit. Pas de réaction autour. Aucune. D'accord. Ouais. Donc voilà. Elle se dit quand même qu'il y a peut-être quelque chose, mais elle ne veut pas m'inventer non plus des choses. Et puis les psys, c'est pas fait pour apporter des réponses, c'est fait pour se questionner. Donc je continue comme ça. Et puis on décide de déménager à Bordeaux pour avoir une vie. J'ai mes 2 enfants, donc, en 2013 et en 2017. Et puis en 2019, on se dit allez, on déménage. Donc on déménage. Là, t'as quel âge? En 2019. Ouais, c'est pas un si peu vieux. Avant 40 ans, okay. 37 ans, 36, 37 ans. D'accord. Ouais. Non, c'est pas si vieux. Et on déménage en 2019. Août 2020, je tombe enceinte sous stérilet. Et là, pour moi, hyper compliqué. Toujours ces blocages. J'ai pas vraiment solutionné ça les n'a choses. pas avancé. Non, j'ai fait de l'EMDR, ça a pas marché. Ah ouais. J'ai vu des choses, j'en voulais à mon père, j'en voulais à mon grand-père, mais voilà, rien de bien concret. Donc je tombe enceinte et sous stérilet, je prends ça comme une injustice totale parce que j'ai tout fait pour pas. On en discute ensemble avec Sylvain, c'est pas un projet, c'est pas un truc. Bon, voilà. C'était au tout début, on met un terme à la grossesse. Et là, je décide de remettre un stérilet. Donc la gynéco me repose un stérilet et je l'éjecte une semaine après. Ok. On se dit mauvaise pause. Bon, ce qui est rare quand même, enfin, ce qui est pas normal. Ce qui est rare, j'ai toujours eu des stérilets. Enfin voilà. On réessaye une deuxième fois, bam, pareil. Et ça le fait 4 fois. Arrête. Je n'ai pas pu garder un stérilet. Bon, je me dis mais c'est pas normal, tout ça. Le corps est incroyable. Voilà. Ouais. Et et en parallèle de ça, je me revois le jour où ça a fait tilt dans ma tête. J'étais en voiture sur le parking de la mairie de Mérignac et j'entends à la radio cette histoire, vous savez, du chirurgien de Jonzac, là. Tout horrible. Ouais. Il y a une fille qui parle et qui dit moi, je ne savais pas
que j'avais été abusée. Et c'est parce que les gendarmes ont retrouvé dans le carnet de ce monsieur mon histoire. Son nom, j'ai été faire histoire. de l'hypnose, j'ai retrouvé des choses et ça correspondait exactement. Dont elle ne se souvenait absolument pas. Pas du tout. Ouais. Alors, il y avait aussi elle était endormie. Oui, voilà. c'est ça, donc, il y avait peut-être ça. Ouais. Et donc là, je me dis, c'est ça. Je vais aller faire de l'hypnose. Mais ça m'a tout de suite. T'as eu un flash. J'ai senti qu'elle me parlait. Et elle me disait, va faire de l'hypnose. Donc, j'ai pris rendez-vous, j'ai été faire de l'hypnose. Et j'y suis allée en disant, je sais qu'il s'est passé sûrement quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai fait 2 séances où j'ai revécu plein de choses. Et alors, parce que moi, je connais pas l'hypnose, j'en ai jamais fait. Quand tu es dans ce moment, t'es hypnotisé, tu as des images qui te reviennent? Comment ça? Des sensations pour sensations. Moi. En fait, c'est une sensation. C'est concret ou pas? C'est concret sans l'être. C'est-à-dire que j'ai pas un âge, mais j'ai des sensations, j'ai un endroit, j'ai une pièce qui était dans la maison de campagne où il y avait ce centre équestre. C'est pour ça que c'était mon refuge. Mais dans cette maison de campagne qui appartenait à mon grand-père et où j'allais en vacances tous les étés avec lui, je sais cette chambre, j'ai la sensation d'un poids sur moi, d'un toucher, d'un souffle et du dessus de lit en crochet. Et t'as la personne? Ah oui, j'ai la personne. Je savais depuis le départ que c'était mon grand-père, mais je n'avais pas... j'avais besoin de faits. Donc j'ai ça. Et là, je me réveille d'hypnose et elle me dit, mais là, vous vous rendez pas compte, moi qui étais derrière vous, je le vois, vous avez revécu les choses. Et je le sens, mon cœur s'est emballé, je respirais court, voilà. Pas traumatisé, enfin, ça m'a pas traumatisée, mais je me suis dit, il y a un truc. Tu t'es dit, ça y est, c'est ça. Donc en fait, j'ai su qu'il y avait eu quelque chose. T'as compris. Que c'était physique, que c'était pas juste une ambiance incestueuse, qu'il y avait eu du toucher, qu'il y avait eu tout ça dans cette pièce, voilà. Bon. On sort comment d'une séance comme ça? On se dit, je rêve pas en fait. Tous mes maux d'aujourd'hui, ils sont bien dus à quelque chose. Mais le corps, pourquoi depuis tant d'années a oublié ou a mis cette amnésie que j'avais eue depuis tant d'années, depuis plus de 20 ans au final, pourquoi elle est là? C'est aussi pour nous protéger beaucoup. Et donc, le premier réflexe, c'est de dire, ouais, mais bon, c'est peut-être pas vrai. En fait, je me suis peut-être inventé ce souvenir. C'est moi, peut-être, l'hypnose, au final. Est-ce que, alors, on cherche sur Internet, est-ce que l'hypnose, c'est fiable? Et puis, on tombe sur des médecins qui disent, on peut se créer aussi des faux souvenirs, des choses comme ça. Donc, on remet tout en cause. On dit, bon, voilà. Donc, je laisse ça un peu de côté en me disant, bon, il y a eu quelque chose, mais au final, est-ce que c'est vraiment... que c'est ça? Est-ce que vraiment, je m'invente pas une vie, en fait, juste pour justifier? Tu te questionnais réellement? Mais encore hier. Quand il y a des étapes importantes de ma vie sur ce sujet-là, encore hier, je me dis, mais est-ce que là, je vais pas aller dire... quelque chose qui n'a pas existé? Une espèce de syndrome de l'imposteur étrange. Enfin, ça serait tellement plus simple, en fait, qu'il n'y ait rien eu. Parce que ce qui t'est arrivé, ça a un nom, c'est l'amnésie traumatique. Oui. L'amnésie traumatique. Et là, je me suis un petit peu réveillée, mais pas totalement non plus. Et donc, toujours ce parcours de stérilet que je n'arrive pas à garder. Je me dis, dernier recours, il y a un nouveau qui est sorti, qui a une autre forme, tout ça. Je vais aller chez une sage-femme de ville, plutôt que de continuer au planning familial, ce qui me correspond plus, et je vais lui demander. Et donc, j'y vais. Cette sage-femme, c'est une étape importante, puisque elle ouvre son ordinateur, on se connaissait pas, et elle me pose des premières questions. Et je lui dis, je viens pour un stérilet, tout ça. Et elle, dans son questionnaire, il y a écrit, est-ce que votre premier rapport a été consenti? Et là, alors que j'aurais de toute manière dit oui, parce que pour moi, mon premier, c'était avec mon premier amour, tout ça, il n'y a pas de... Et là, je lui dis, je sais pas. Et c'est là, le début. C'est là le début où je me dis, si je lui ai dit que je savais pas, c'est qu'en fait, je sais vraiment peut-être pas. Et elle me dit, moi, je vous mettrai pas de stérilet. Parce que votre corps est en train de vous dire quelque chose. Et donc, je vous conseille d'aller faire de l'EMDR. Je dis, oui, mais j'en ai déjà fait. Oui, mais maintenant, allez-y. Et donc, ça, c'est au mois de juin. Au mois de juillet, j'ai pris rendez-vous avec une... Tu peux expliquer vite fait ce que c'est l'EMDR pour ceux qui ne savent pas? C'est une thérapie qui est basée sur le mouvement oculaire et qui se met dans une condition où on revit. Alors, quand on ne connaît pas les événements, c'est compliqué de s'y remettre, mais on travaille sur les symptômes et voilà, et on balaye. En fait, c'est un retraitement de l'information. Et donc, ça se range dans les petites cases au lieu d'être toujours dans la mémoire vive et dans le trauma. Qui est conseillé pour les gens après choc vraiment traumatique. Et au départ, c'était pour les militaires de guerre qui revenaient et qui étaient traumatisés par des bruits, par des souvenirs. Donc, tu te refais une seconde séance?
Ah bah là, je recommence un parcours. Ouais. Et moi, je me suis dit, moi qui aime quand c'est rapide et efficace, je me dis, allez. Et je dis à Sylvain, ça va prendre allez, 3 mois, c'est bon. Dans 3 mois, je suis une nouvelle femme. Ouais. Ah, pas du tout. On passe par tellement d'étapes. Ouais. Et donc, je vais voir cette femme-là, qui est à Bordeaux. Et dès la première séance, après, je lui écris un texto et je lui dis, je sais que vous êtes la bonne personne. Je ne sais pas pourquoi, il y a des évidences comme ça. Et je sais. Son écoute, après, je l'ai aussi choisie parce qu'elle était spécialisée dans les victimes. Ouais. Et vraiment, je savais que c'était le lieu. Tout collait. Où ça allait sortir. Enfin, la rencontre qui fait que les choses vont changer. Quoi. Ouais. Et donc, au début, ça a été un gros travail d'acceptation qu'il puisse se passer quelque chose parce qu'il faut faire le deuil d'un grand-père, d'un bon grand-père. Il faut faire le deuil de parents qui n'ont sûrement pas vu. C'était un bon grand-père, au-delà de ça? Dans ton ressenti? Oui. Et puis, et puis après, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que moi, j'ai pas d'éléments, je peux pas dire à mes parents, je peux pas dire à mon père, bah voilà, ton père, il m'a fait ça à tel jour, à tel âge ou quoi. Donc, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'on sait qu'on va... il était toujours vivant. Ah ouais. Et donc, c'était... Voilà. Et puis, moi, je le voyais encore aux fêtes de famille et tout ça. Ouais. En fait, tu as une espèce de culpabilité de la victime. Totalement. Qui est de je vais foutre un bordel monstre et est-ce que je suis prête à ça, quoi. Ouais. Alors que, très honnêtement, on n'a qu'une envie, c'est que tu le hurles, quoi. Oui. Tu vois, c'est que tu ailles leur dire. Ouais, mais c'est tellement plus. Et c'est ce que j'ai dit un jour à ma mère, et c'est une des seules fois où j'ai pleuré devant elle pour cette histoire. Je lui ai dit, quand ça arrive chez les autres, on se dit, c'est dégueulasse, c'est insupportable, tout ça, on se révolte. Mais quand ça arrive chez nous, c'est tout de suite comment mesuré. Réagir. Non, mais oui, c'est pas bien, mais est-ce que, voilà. C'est la honte, hein, tu sais. C'est ça qui fait, je pense que c'est la honte qui fait qu'on préfère le taire. Ouais. Que de et ça remet tellement de choses bien sûr, en cause. Mais évidemment. Mais c'est tous ces souvenirs en Super 8, tout ce que tu disais et tout, enfin tout ça, ce sera balayé de toute façon. Quelle position avoir par rapport à une personne qui est encore là, qui était encore vivante, par rapport à son mari. Là, je parle pour ta maman. Bon, je juge pas, hein. Je jugerai pas. J'ai un avis là-dessus, évidemment, quand tu te dis à ton enfant. Mais moi, j'en ai un aujourd'hui que je suis maman. Oui, je sais aujourd'hui si ça arrive à mon fils. Tu penses que parce que moi aujourd'hui je suis pas plus flippée que ça arrive à mes enfants. Je les surprotège pas. Par contre, je sais que l'important c'est on peut pas les protéger de faits comme ça, mais l'important c'est l'après. Comment on soigne l'après. Oui. C'est qu'il faut qu'ils parlent après, il faut qu'ils soient pris en charge après. Et moi, c'est tous ces 20 ans là qui ont pas été qui m'ont avant, j'aurais dit j'ai perdu 20 ans de ma vie. Maintenant, je sais que c'était le chemin nécessaire. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Il faut avoir beaucoup de tolérance envers aussi les autres et envers soi-même en se disant je ne pouvais pas faire autrement que d'avancer à ce rythme-là. C'était mon rythme. Bien sûr. Si ton corps, ta tête ne voulait pas que tu aies conscience à 100% de cette histoire. Et donc, tu as recommencé les thérapies. Donc là, le MDR, toutes les 2 semaines pendant quasi 2 ans. Et puis, il y a eu des grosses étapes. La première étape, c'était vraiment d'accepter qu'il s'est passé quelque chose, tout ça. Donc, mais tu nous dis qu'hier encore, t'en doutais. Ben oui, mais parce que en fait, quand et c'est ça, c'est important, c'est dans la reconstruction, il y a des étapes clés qui sont propres à chacun, mais on les ressent tellement. Et en fait, il faut savoir s'écouter. Tous les messages, un stérilet qui reste pas, plein de choses comme ça, de l'eczéma, c'est fou. De l'eczéma, des choses comme ça. En fait, il faut le prendre en se disant là, on est en train de me parler. Et moi, dans cette reconstruction, il a fallu que j'accepte que ça soit lui qui n'était pas un bon grand-père, que moi, j'étais une victime, que j'assume de dire oui, c'est vraiment passé quelque chose. Parce que moi, j'en ai parlé à mes parents. La réaction a été top dès le départ. Ils m'ont cru, même s'il n'y avait pas... Oui, ils m'ont cru. Même si c'était compliqué pour eux de... Voilà. Je l'ai dit à mon frère qui est psy. Il m'a cru, mais c'était plus nuancé. Et ça veut dire quoi? Oui, mais comme tu n'as pas en gros pas de preuves, mais voilà, c'était plus. J'ai senti moins de. Puis lui, c'était compliqué parce que il a vécu quand même avec moi, adolescent, et il a pas. Voilà, comme il a pas vu, c'était compliqué pour lui. D'accepter aussi au final de cette culpabilité qui a dû le prendre aussi forcément. Mon père savait que son père était quelqu'un. Moi, je l'ai dit à mon oncle, donc son deuxième fils, qui m'a dit ça m'étonne pas, il avait vraiment une déviance sur ce sujet, quoi. Le sujet de la sexualité, entre guillemets. Après, moi, je pense que la sexualité et la pédophilie, c'est encore... c'est deux choses bien différentes. C'est pas... tout à fait. J'espère.
Oui. Donc, c'est pour ça que... Bon, voilà. Il y a eu un très bon accueil de mes parents. Mais ils ont fait quelque chose. Est-ce qu'ils ont coupé les ponts? C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il y a eu un acte? Non, mais parce que moi, tout de suite, je leur ai dit, je ne veux pas lui en parler. Je ne suis pas prête à en parler, à avoir une confrontation avec lui. Parce que moi, pas sûre de moi, il m'aurait dit pas du tout. J'aurais dit, ah oui, c'est vrai, pas du tout. C'est ça. T'avais pas encore les épaules. Il fallait que je sois prête. Tout ça. Et puis après, ça avance. Et là, je sens un poids, un gros poids sur moi, et je sens en EMDR. Oui, mais dans ce chemin de EMDR, tout ça, je sens un poids et je me dis, il faut que je me libère de quelque chose. Donc, je vais lui écrire une lettre à ce grand-père pour lui rendre sa culpabilité. Et c'est très imagé, le EMDR. En tout cas, moi, je visualisais vraiment une boule noire au fond de moi et il fallait que je lui rende sa merde, en fait. Pardon d'être vulgaire, mais voilà. Il se faisait vieux quand même parce qu'il avait 91 ans ou quoi, et il avait encore pas toute sa tête. Donc, mais je voulais quand même qu'il ait... symboliquement qu'il ait cette culpabilité. Je me suis dit, jamais je pourrais lui envoyer, mais j'ai écrit cette lettre. Moi, ça va me soulager. J'ai écrit cette lettre, tu n'as pas eu le droit de me faire ça, tu te rends compte, blablabla. Et puis il y a des choses qui me sont revenues. Mon grand-père, dès qu'il voyait mes enfants petits, il avait les larmes aux yeux, il me disait, comment on peut leur faire du mal à ces petites choses? C'est vrai? Ben oui. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi tu voudrais lui faire du mal? C'est pas... oui. Oui, mais si. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je comprends mieux. Donc j'écris cette lettre. Je l'envoie à mon père, mais pour qu'il comprenne aussi mes ressentis. Ah, tu l'as envoyé à ton papa? Oui, je l'ai envoyé à mon père. C'est fort quand même. Ouais, à mon père, à mon oncle. Ouais. Et puis, ses fils. Oui. Ouais. Et puis, et un jour, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'étouffer, quoi. Un poids. Puis moi, quand je vais pas très bien, quand je vais pas très bien, je suis assez, il y a le syndrome un peu prémenstruel où on a envie de buter tout le monde. C'est ça. D'accord. Ça. Donc là, ça fait une semaine que je suis comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est une étape importante. Donc, j'ai pas été très agréable. Je m'excuse, Sylvain. Pardon, chérie. Mais voilà. Mais je ressens ce poids et je me dis, mais en fait, j'ai besoin de lui envoyer. Vraiment. Donc, je préviens mes parents en disant, attention, la bombe va partir. Ses deux fils ont lu la lettre juste avant. Toujours pas de réaction. Si, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de lui envoyer, nous, on assume. Avec toi quand même. Oui, on assumera les conséquences, il n'y a pas de problème, tout ça. Mais moi, je n'avais pas encore pris de vraie décision de... Ah si, ça c'était au mois de mai où j'ai envoyé la lettre, mais le décembre d'avant, le Noël d'avant, j'ai dit à mon père, je ne peux pas faire Noël en famille. Ouais, c'est ce qu'on je ne peux plus. Je ne peux plus parce que je ne peux pas faire semblant. Là, aujourd'hui, je sais qu'il s'est passé des choses. Je sais toutes les conséquences que ça a eu sur ma vie, je ne peux plus. Ok. Donc tu n'y vas pas. Est-ce que eux, ils font mais lui ne vient pas. Mais mon père me dit, mais c'est pas à toi de pas venir. Voilà, quand même. Moi, je le mets sur la touche. Il est vieux, je vais lui dire que ça va être. Enfin voilà. Je le mets sur la touche, mais t'inquiète pas. Et donc bon, voilà. Bon mon père a fait le job. Il est pas venu à Noël, tout ça, mais cette culpabilité-là, ça m'a remis en cause en me disant, mais en fait, ça veut dire que je l'écarte. C'est vrai que je l'écarte. C'est peut-être le dernier Noël, il est vieux. Peut-être pour des histoires qui n'ont pas existé. Enfin, tu recommences. Oui, on replonge, mais j'ai l'impression qu'on replonge un peu toute sa vie. Puis après, ça met de moins en moins de temps à revenir en disant si, arrête tes conneries. C'est ça se rétrécit. Voilà, c'est ça. Mais bon, ce Noël se passe, tout ça, et j'envoie cette lettre au mois de mai. Ok. Je dis attention, la bombe part par mail. Donc mon grand-père la lit, et le soir, il a mon père au téléphone comme tous les jours. Et mon père me dit, on peut s'appeler si tu veux, il m'a parlé de la lettre. Et ça a été hyper salvateur pour moi parce que donc il lui a dit, j'ai bien reçu la lettre de Géraldine, je comprends pas, je me souviens pas, si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. Et ça, mais ça, c'est un aveu. Bien sûr. C'est un aveu, bien mais sûr. alors c'est révoltant. Hein. Oui, d'un point de vue extérieur, c'est révoltant. Ouais. Mais je comprends vraiment que... Mais moi, ça m'a soulagée. Évidemment. Parce qu'au final, depuis tant d'années, je me pose des questions, mais en fait, là, j'ai plus à m'en poser. On est accusé d'un truc horrible. C'est pas vrai. On se défend comme pas possible. De dire, si elle le dit, c'est que ça doit être vrai, c'est que c'est vrai. L'avoue, évidemment. Ouais. Après, bon, voilà... il dit, je crois pas l'avoir violée quand même. Oui, quand même. Oui. Donc mon père lui dit, je ne sais pas. Et moi non plus. Même si je pense que oui. Je sais pas. En tout cas, ça c'est allé beaucoup trop loin. Ça a été trop loin. C'était voilà. Et au final, je suis pas sûre qu'il y ait une différence. Non, non, c'est une agression. On ne touche pas un enfant, on ne touche pas quelqu'un pas consentant. Oui, parce que aujourd'hui, un viol dans la loi, c'est plein de choses.
On parle pas de pénétration forcément. Hein. Ça commence avant ça. Oui, puis moi aujourd'hui, je resitue en fait les agressions entre 7 et 14 ans, quoi. Donc c'était récurrent. Et long. C'était long. C'est très long. Et je sors de la chambre, je ne m'en rappelle plus. Et c'est ça qui est fou. Donc il dit à mon père, je ne pense pas l'avoir violée, tout ça, bon bref. Et mon père lui dit, mais tu te rends compte que moi, pendant son adolescence, ça a mis une barrière entre nous, je pouvais plus la toucher, je pouvais plus la... Ton père, il a une réaction incroyable. D'aller encore lui en mettre ce qu'il mérite de prendre, quoi. Et alors lui, il dit, bon, elle a jamais été très affectueuse. Qui a dit ça? Mon grand-père. Ça m'a tué. C'est pas possible. Et là, je me dis, mais... Et en plus, il aurait fallu que je sois affectueuse. Ouais. C'est incroyable. Et puis après, sa réaction, ça a été de dire qui est au courant. Parce que, en fait, c'est ça dans les... Évidemment, j'en ai sûre. Ben oui. Qui dans la famille est au courant pour essayer de contrôler un peu les choses. Bon, voilà. Moi, ça m'a soulagée. Sa réaction m'a fait de la peine. Je m'attendais... De toute manière, je travaillais pour que moi, j'avance toute seule et que j'ai pas besoin. Tu t'en doutais un peu qu'il allait réagir comme ça? Non. Tu t'attendais à rien? Je m'attendais à ce qu'il dise. C'est pas vrai. Donc et en fait, pour moi, c'était plus... même s'il y a des petites choses qui sont révoltantes pour vous, mais pour moi, dans mon parcours... C'était, je vais pas le remercier. Non, mais c'est déjà pas mal. Mais pour moi, c'est, Mon père me dit, il a avoué. Pour moi, c'est un aveu. Bien sûr. Donc, même vis-à-vis de mon père, je suis pas une menteuse. Et ça a été hyper important. Ça a été hyper important. Il t'a pas appelé? Non, parce que j'ai écrit dans ma lettre, je n'attends plus rien de toi. Et alors, lui, il a répété pendant l'année et demie qu'il a encore vécu après cette lettre. Elle m'a toujours dit qu'elle n'attendait plus rien de moi, donc je suis sage et disciplinée. Bien sûr, ça t'arrange pas. Bah oui, c'est facile. J'ai envie de dire. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu lui envoies la lettre, il y a plus de contact. Plus aucun. Plus aucun. Et puis et voilà. En fait, j'ai eu besoin de me libérer. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, le parcours a continué. Tes enfants, tu en as parlé avec eux? J'en ai parlé à partir de ce moment-là J'en ai parlé dès qu'on a commencé à plus le voir. Alors pas à ma petite, parce qu'elle était encore plus petite. Mais à mon fils, oui, je lui ai dit. Et puis parce que c'est le silence qui tue dans les familles. Et moi, aujourd'hui, je suis là aussi pour dire qu'on se fait agresser dans la rue, on se fait agresser, tout ça, on a un peu moins mal, enfin, on a un peu moins honte d'en parler que intrafamilial. C'est hyper compliqué, intrafamilial. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle comme si c'était un vol à l'arraché ou quoi. Ça n'est pas plus honteux qu'autre chose. Non. Donc, je lui en ai parlé avec les mots. Il avait 19 ans à l'époque. Oui, il était petit. Voilà. Lui dire que c'était pas un bon grand-père. Pourquoi c'est pas un bon grand-père? Voilà, et d'aller un peu plus... Et en fait, j'avais toujours dit à Sylvain, moi, je veux pas qu'il y ait de tabou, et donc on en parlera. Et sauf que ils en ont parlé tous les deux quand ils étaient tous les deux. Et un soir, je rentre et mon fils me dit, je sais tout. Ah ouais. Et moi, Sylvain m'avait pas dit, je lui ai dit. Et donc je lui dis, mais tu sais tout sur quoi? Le secret. Mais quel secret? Alors du coup, le secret. On va dans la chambre et puis il me dit, je sais tout pour Papy. Bon, on peut dire son prénom, Papy René. Alors je dis, ah bon? Et tu sais quoi? Je sais ce qu'il t'a fait, tout ça. Ah oui? Et je lui dis, alors qu'est-ce que t'en penses? Et là, il m'a sorti une phrase qui m'a tuée à 9 ans. J'en pense que t'es hyper courageuse d'avoir vécu ça avec ça toute ta vie. Oh bébé. Et là, ça m'a tuée. Et en fait, j'ai pleuré parce que c'était une réaction. Et c'est lui qui m'a consolée. Je me suis dit, c'est incroyable. Ouais. C'est souvent ça, les enfants, quand ça touche leurs parents ou leur maman, je pense un peu encore plus particulièrement, c'est tellement... Ils deviennent très forts et très matures. T'as eu un petit homme en face de toi, quoi. C'est plus un petit garçon, c'est un homme qui te protège, quoi. Oui, puisque après il a eu besoin d'envoyer des messages à mon grand-père pour dire pourquoi t'as fait ça à ma mère. C'est vrai. Et il lui a répondu? Il lui a dit, je m'en souviens pas. Où et quand? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut mettre le bénéfice du doute sur le fait qu'il était très âgé? Non. Et qu'il perdait... Non, il perdait pas du tout la boule. Non, il avait pas envie d'avoir honte, c'est tout. Non, et puis oui. Ouais, non. Mais on en parle, j'ai l'impression que c'est peut-être un sujet récurrent dans Je suis une paillette, mais cette fameuse phrase de « il faut que la honte change de camp ». C'est ce que tu dis, d'en parler librement, en fait, comme un vol à l'arraché. De te rendre compte voilà, il faut que ça change de camp, c'est pas possible, c'est pas à toi, en tant que victime, d'arriver et de te dire « mon Dieu, je vais briser une famille, mon Dieu, comment mon père va réagir ?» ma famille, ce qui est beaucoup plus complexe, évidemment. Alors là, ça l'a pas brisé. Moi, ce qui a été compliqué, c'est qu'au final, ça a été
autant compliqué de réparer d'accepter qu'il y ait eu quelque chose que d'accepter que mes parents n'aient rien fait. Ouais. Parce qu'il y avait des signes. Et tu penses qu'ils savaient aujourd'hui avec le recul? T'en as parlé avec eux sans doute? Non. Consciemment, non. Inconsciemment, on ne pouvait pas passer à côté. Ouais. Moi, je les appelais, j'étais en vacances avec lui, je les appelais, j'étais ado et je leur disais, il vient dans ma chambre chercher mes petites culottes. Bah non, mais donc il savait. C'est pas inconsciemment, c'est consciemment. Oui, mais il savait qu'il y avait quelque chose de pas clair. Mais il continuait quand même de te renvoyer en vacances là-bas? Oui, parce que moi, je voulais faire du cheval, je voulais faire de l'équitation, je voulais, voilà. Et en même temps, il y avait mon lieu sûr et en même temps, voilà. Disons que toi, à aucun moment, tu leur as dit je ne veux plus y aller, je ne veux pas le voir. Je leur disais je vais aller là-bas, mais je veux dormir au centre équestre. Ouais. Je ne veux pas dormir dans la maison. Oui, mais ça coûte plus cher. Oui, mais je veux dormir. Bon, c'était accepté. Ils ont accepté parfois, hein, mais. Tu leur en veux à tes parents? Plus. Ouais. Plus du tout. Après, aujourd'hui, je leur en veux pas, mais je me dis que c'est dommage parce que mon grand-père est mort il y a 1 an, en décembre 2023. Ça t'a fait quoi? Eh ben, j'ai pleuré mon grand-père quand même. Parce qu'il a fallu quand même faire le deuil de ce grand-père et j'ai accepté d'être triste. Et c'est ça, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi je le pleure? Mais si, en fait, si. Puis j'ai eu besoin d'aller à l'enterrement pour voir qu'il rentrait bien sous terre. Ça, c'est une preuve de résilience immense. Ouais. Et bien, mon père, pendant 1 an et demi, parce qu'il y a quand même eu 1 an et demi après cette lettre, il aurait pu dire à mon grand-père, bon, bah voilà, maintenant, c'est terminé. Tu te débrouilles tout seul. Je te paye une femme ou un homme qui vient t'aider tous les jours à faire ton repas. Non, tous les jours. Enfin, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Les jours, ouais. Mais moi, je lui dis, mais c'est pour toi. Toi, ta culpabilité, tu vas l'avoir jusqu'à ta mort. Exactement. Et il attendait jusqu'à la mort de son père qu'ils disent quelque chose, qu'ils s'excusent pour moi. Mais moi, j'en ai plus besoin. Et aujourd'hui, c'est eux qui le culpabilisent encore plus. Bah oui. Je n'ai l'expression des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, chez moi. Voilà. Aujourd'hui, je suis encore hyper gênée d'exprimer quelque chose, un bonheur, quoi. Je vais me marier au mois de septembre, ça va être compliqué. C'est vrai. Ouais, parce que je vais avoir du mal à exprimer ma joie, quoi. Et donc, il y a pas cette place-là chez moi. Dans les deux sens, en fait. Tu n'exprimes ni la tristesse, ni la joie dans cette famille, c'est ça? Alors, aujourd'hui, ça va mieux, mais on n'exprimait pas. C'était comme ça. Alors, tu nous parles de tristesse, de joie par rapport à ton mariage qui arrive. Comment tu gères la colère? Parce que j'imagine que tu es en colère. Je l'ai bouffée, ma colère. C'est-à-dire que j'ai mangé. Okay. En fait, c'est comme ça. Et on puis, je l'ai intériorisé. Ouais. Je suis déterminée. Mais... Ouais. Non, mais t'es une personne qui... Enfin, l'image que j'ai en te regardant, c'est une personne qui boue. Tu vois, oui. Un petit volcan, quoi. Ouais. Il y a quelque chose. Plein de choses. Ouais. Mais plus trop de colère. Ouais, non, c'est ça, voilà, c'est ça la question. Réussi. Ouais, bah oui. Bah oui, mais parce qu'au final, la colère, c'est celle qui l'apporte. Hein, c'est ça. C'est toi qui es rangé. C'est pas, y a pas... Et donc, je voulais plus que lui, il ait ça sur moi. Et oui. Et aujourd'hui, j'ai réussi aussi à prendre de la distance en me disant, mais mes parents aussi, ils ont le droit de se faire aider. Alors, grâce à quoi? T'as pris de la distance à partir du moment où tu lui as envoyé la lettre, il est décédé, ou à partir de quoi? C'est tout le chemin? Ouais, c'est tout le chemin. Et il y a une chose hyper importante qui s'est passée qui m'a beaucoup aidée vis-à-vis de ma famille. Je sais pas si vous avez vu ce reportage d'Emmanuelle Béard. Elle a fait un reportage qui s'appelle Un silence si bruyant. Oui. Ça m'a... Voilà, c'était en 2023. Hyper bien fait. Et en fait, là, quand j'ai regardé ça, c'est en 2 épisodes, je crois, ça dure 1h30. J'ai pleuré tout le long. Heureusement, j'étais toute seule parce que j'ai du mal à exprimer. Voilà. Toujours. Et je me suis tellement reconnue. Et là, je me suis dit, mais c'est... il y a quelqu'un qui a bénéfice vécu la même public, chose. ça. C'est vraiment, là, je me dis, mais... je sais pas l'expliquer. Enfin, j'ai dit à mes parents, à mon frère, à ma famille de le regarder. Et là, mon frère est revenu vers moi, m'a dit, ça y est, j'ai compris. Ah, d'accord. Ah oui, ça a fait un déclic aussi. Chez lui, j'ai compris. Des choses c'est hyper compliqué de mettre des mots sur les symptômes. Oui, bien sûr. Sur ce qu'on ressent, sur tout ça. Et en fait, là, oui, c'est surtout cette sensation d'être jamais sûr de ce qui s'est passé. Parce que, enfin, j'aurais pas préféré... être violée un jour à 1h ou quoi. Et t'en rappeler, non, c'est pas ça que tu dis. Non, c'est pas ça, mais j'aurais peut-être pu me raccrocher à ça en me disant je ne peux pas remettre en cause que j'aurais remis en cause que c'était de ma faute ou pas, mais que ça se soit passé. Et là, le gros travail, ça a été ça, d'accepter qu'il s'est passé quelque chose qui s'est vraiment passé. Ma psy m'a toujours dit vos symptômes sont la preuve. Bah oui. Et jamais tu pourras. Enfin, là, c'est une question un peu bêtassonne. Hein. Dans les amnésies traumatiques, il y a une possibilité que tout te revienne un jour ou pas? Peut-être. Peut-être.
Mais j'ai l'impression quand même que j'ai pas mal nettoyé. Oui. Et que j'ai pu. En fait, aujourd'hui, j'accepte que mon corps sera jamais aussi libéré qu'un corps d'une femme qui n'a pas eu ça ou des choses comme ça. Parce qu'il faut aussi que j'avance. Bah oui. Moi, j'ai l'impression d'être guérie dans le sens où je peux en parler librement, et j'ai envie que ça soit constructif pour les autres aujourd'hui. Mais et c'est ce que tu disais, même je reviens sur ton mariage où tu disais on a attendu 20 ans d'être bien et l'un et l'autre. Donc là, tu te dis que t'es bien. Je me dis que ouais, c'est pas mal. Ouais. Le gros du travail est fait selon toi? Comment tu te sens aujourd'hui? Oui, le gros du travail est fait. Ouais. Après, si je voulais, je pourrais peaufiner un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ça fait quelques mois que je me dis qu'il faut que je transforme aussi ça pour les autres, en fait. Okay. Un peu comme Emmanuel Béard a fait. Moi, je me suis reconnue, ça m'a fait énormément de bien, même pour communiquer par ricochet à mes proches en leur disant de regarder. Ça m'a fait du bien. Donc, je me dis, bon, bah voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se dire, je sais pas, je me reconnais aussi, mais c'est peut-être normal de pas avoir les souvenirs, les choses comme ça. Et on n'a pas du tout parlé de ton chéri pendant toutes ces années. Et parce que j'imagine un homme, il peut y avoir aussi une rage. Ah oui. Lui, sa relation une fois que tu as su que c'était ton grand-père, une fois que tu as avancé dans ton cheminement, il a réagi comment, lui, pendant toutes ces années? Lui, il est persuadé qu'on aurait pu le voir, que ça aurait pu s'arrêter. Après, il m'a soutenue, mais c'est compliqué pour lui parce qu'il est face aussi à mes traumas. Et voilà, bon, après, ça fait 20 ans, ça va beaucoup mieux, on avance ensemble, mais il a toujours été en soutien. Ouais. Il est plus en colère que toi aujourd'hui, tu penses? Ouais. En arrivant, tu as dit, bah maintenant, tu nous disais quand on parlait avant d'enregistrer, maintenant je sais que j'ai envie d'être dans l'action. Ça veut dire quoi? Et j'ai envie que les hommes, les femmes qui ont subi de l'inceste se disent qu'on peut s'en sortir. Parce que moi, dans ce reportage d'Emmanuel Béard, je vois qu'il y a encore des femmes qui, 20 ans après, sont encore dans le dur, dans le très dur, qui n'ont pas réussi à faire de construire de famille, de choses comme ça ou quoi. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai quand même eu une vie heureuse. Voilà. Et j'ai envie de leur dire que c'est un très long chemin. On ne peut pas soigner ça avec un coup d'hypnose, un coup de MDR, et qu'il faut prendre son temps. Et chaque personne a son timing donné, qu'on ressent. Moi, j'ai ressenti les choses très profondément. J'ai eu besoin d'écrire, j'ai eu besoin d'envoyer, j'ai eu besoin de faire tout ça. Et puis de dire que tous les symptômes, tous les ressentis sont légitimes. Et que oui, non, c'est pas bizarre d'avoir froid, c'est pas bizarre parce que... Enfin voilà, c'est des sensations. Il y a plein de choses. Même ce que tu disais au début, d'avoir envie de te couper les seins. Enfin, tout est acceptable en fait quand tu as puis jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai été voir un premier psychiatre, vieux bonhomme, une 60aine d'années. Quand je lui expliquais, voilà, je pense que je suis en train de me réveiller d'amnésie. Il m'a dit, on n'est même pas sûr qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi, j'en ai cherché une autre. J'ai trouvé ma... Voilà. T'as bien fait parce que ça peut décourager. Non, mais insupportable. Alors, mais oui. Il a raison, ça se trouve vraiment. Et t'as envie de t'investir, dans ce combat? T'as envie de faire plus de choses? T'as envie et besoin? Ou pas? Moi, j'aimerais. En fait, aujourd'hui, 20% dans une classe, il y a au moins 2 à 3 enfants qui le subissent actuellement, et ça me rend dingue. Ce qui est quand même, vous avez bien entendu, colossal. Non, mais moi, ça me rend dingue. Ça veut dire que à mon boulot, on est une quinzaine à faire le même travail. Et un jour, je discutais avec mon collègue et on parle de ça. Et il n'est pas au courant. Et il me dit, ça veut dire que là, dans les 15, il y a forcément 1 ou 2 personnes qui sont concernées. Il ne savait pas que j'étais concernée, mais oui. Et dans les classes, et moi, je veux... Alors, on peut pas aller dans chaque famille vérifier qu'il se passe rien. Non. Mais par contre, moi, peut-être que quand j'étais petite, on m'aurait dit... Quelqu'un serait intervenu dans ma classe et m'aurait dit, alors, vous savez, il y a des choses qui se passent ou quoi, c'est pas normal, il faut en parler, il faut pas avoir honte. Il y a une association qui met des boîtes aux lettres dans les écoles et on peut mettre ce qu'on veut. Ça, je trouve ça magnifique parce que ça peut être anonyme, ça peut être... Cette éducation au consentement. Oui. Il y a un mouvement autour de ça aujourd'hui, d'éducation sexuelle, etc. Bien sûr. Quand on parle aujourd'hui d'éducation sexuelle dans des classes avec des gamins de 6 ans, évidemment qu'on ne va pas leur apprendre à toucher à machin. C'est pas ça. C'est ça.
tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Et surtout mettre l'accent, l'inceste, voilà. sur la famille. Parce que les enfants ont un regard totalement différent sur. Et comment on peut savoir que c'est pas normal? Exactement, bien sûr. Moi, personne m'a dit, tu sais, un adulte, même de ta famille, n'a pas le droit de te toucher. Même de ta famille. C'est ça. Et tu vas pas en parler à tes amis quand tu as 6, 7, 8, 14 ans parce que tu dis chez les autres ça doit être pareil. Bien sûr. Y a pas, tu sais pas. Tu ne sais pas. Donc il y a des choses à faire. C'est important. Il y a des assos, il y a des choses ou pas du tout? Oui, ça existe. Mais on se confronte aussi aux personnes. Moi, mon fils, il est en 6e, mais l'année dernière en CM2 à la réunion de rentrée, il y a une maman qui dit au maître, vous allez parler ou pas d'éducation sexuelle à nos enfants? Est-ce que vous allez raconter des choses horribles? Alors, le maître dit, mais horrible de quoi? Horrible de quoi? Je vais juste leur parler. Non, en CM2, on parle juste des menstruations parce qu'il y a des filles, ça arrive en CM2, voilà, on sensibilise là-dessus. Et là, je me dis, soit cette femme, elle a vécu quelque chose et elle n'est pas prête à en parler et elle ne veut pas se revoir ça. En fait, c'est ça. Soit, et je trouve ça tellement... Soit il y a une peur parce que mal informée, où on se dit on va pervertir nos enfants. Alors que non. Non, non. C'est une base en fait. Au contraire, tu leur donnes des armes. Exactement. Le consentement, la base, c'est tout quoi. On peut pas empêcher les faits. Ça arrivera de toute manière. Enfin, j'ai envie de dire quelqu'un, surtout dans la famille. Ouais. C'est hyper compliqué. On peut essayer de faire un peu plus attention dans le milieu sportif. Être un peu plus vigilant, mais dans la famille, c'est... Ah non, puisque c'est la famille, c'est fermé, c'est entre 4 murs. On demande à n'importe qui, est-ce que vous pensez que votre père, votre grand-père puisse faire... Jamais de la vie. Bien sûr, jamais. Chez nous, jamais. Donc on ne peut pas empêcher ça. Par contre, de dire à des enfants que c'est pas normal, peut-être que ça va éveiller quelque chose et ça va éviter 20 ans d'amnésie. Où on se pose des questions, on se dit je suis pas normale, je suis folle, moi mon corps il m'appartient pas, qu'est-ce que je fais? J'ai été obligée de dormir tout le temps avec des brassières qui me compressaient la poitrine parce que rien que de sentir une poitrine un peu en liberté, on va dire, c'est insupportable pour moi. Oui, il y avait quelque chose et il faut aussi, si possible, dire aux parents que s'ils ont un doute sur quelqu'un de leur entourage, c'est bien de ne pas le nier ou de ne pas l'ignorer. Oui, c'est bien d'éduquer les enfants, mais on peut aussi éduquer les adultes, là, faisons les deux, tant qu'à faire. Moi on a de la famille en Belgique, à qui je suis très proche. D'ailleurs, après, j'ai communiqué sur le sujet parce que mon grand-père, avant de mourir, avait bien sûr dit, parce que les gens s'étonnaient pourquoi on était fâchés, parce qu'ils voyaient bien qu'on était plus... voilà. Donc, il racontait que c'était parce que je voulais son héritage. Donc, quoi? Oui, forcément. Oh, il est parti proprement. Voilà, avec classe. Ah ouais, c'est ça. Et donc, j'ai bien sûr rétabli la vérité pour certaines personnes qui m'importent, les autres, je m'en fous. Mais cette famille avait alerté déjà mes parents quand j'étais ado en disant René parle de Géraldine d'une manière qui n'est pas normale, il y a un truc. Et donc, dans ton chemin aujourd'hui, tu en es où? Parce qu'on sent ton envie et ton besoin de comprendre, de vérité, d'avancer, etc. Est-ce que tu continues de voir quelqu'un ou tu penses J'ai fait pour gérer ce côté un peu très anxieuse que j'ai. Je suis stressée, tout ça. J'ai fait du neurofeedback. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est les petites électrodes qu'on met sur la tête. Et en fait, on voit certaines zones du cerveau qui correspondent à... Voilà. Donc, ce qui est ressorti beaucoup, c'est la rumination chez moi. Ok. Donc, j'ai fait un premier programme et c'est une rééducation, en fait. On rééduque le cerveau à être un peu plus zen. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, j'ai toujours ma praticienne à Bordeaux qui est formidable. De MDR, du coup? De MDR. Je pense que je vais aussi y retourner un petit peu parce qu'il y a encore des fois où je suis très, très tendax. Est-ce que tu penses que tu as passé tous les messages que tu souhaitais passer en venant nous voir? Tu es arrivée avec des petites notes, on le sait. Tu ne les as pas regardées. Non. Est-ce que tu veux y jeter un œil pour être sûre de nous avoir tout dit? Non, je crois que j'ai tout dit. Et je pense qu'aujourd'hui, si on... Voilà, c'est une parole et je communique dessus et j'en parle à plus... Et aujourd'hui, au boulot, certaines personnes le savent. Ça va se savoir parce que je pense qu'ils vont écouter, mais... c'est plus compliqué parce que parfois, quand on va mieux, nous, on a peur du regard de l'autre. Du regard et puis de mettre mal à l'aise les gens. C'est hyper compliqué ça de leur dire. Souvent. Moi, je suis victime d'inceste. Ils savent pas comment réagir, les gens, tout ça. Mais alors, quelle réaction t'attends de tes collègues qui vont peut-être écouter? Comment est-ce que tu t'aimerais qu'ils réagissent?
En se disant que c'est moi. C'est toi quand même. C'était toi avant, c'est une partie, c'est toi. Voilà. C'est moi. Ça n'a pas changé. Faut pas prendre plus de précautions avec moi ou quoi. Voilà. Ouais. Non, moi, je pense que les gens ont aussi besoin qu'on les traite comme tout un chacun. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Géraldine. C'est un gros sus, c'est intense, quoi. C'est fou. C'est quelque chose de fou, ça devrait pas exister. T'aurais jamais dû subir ça. Jamais. J'aurais pas dû. Non, t'aurais pas dû. Mais maintenant que c'est fait, on en fait quoi? En fait, c'est ça. Bien sûr, c'est ça le mot de l'histoire. Et moi, aujourd'hui, je suis alignée et je suis ancrée et je sais que c'est aussi grâce à ça. Parce que je me suis découverte, moi. J'ai été obligée, pour ma survie, de me comprendre comment je fonctionne. Mais c'est une richesse de savoir comment on fonctionne. Oui, tu regardes le bon côté, entre guillemets. Voilà. Tu as une force de résilience incroyable. Et effectivement, quand tu as commencé l'émission avec nous en nous disant que tu étais positive, je crois que c'est vraiment ce qu'on retiendra de toi aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire. Incroyable encore. Voilà. Qui résonneront peut-être chez les paillettes qui nous écouteront. Sûr. Sans doute, sans aucun doute. Et puis il y a une image que m'a dit ma psy et que je trouve très belle, c'est que quand il arrive des traumas comme ça, c'est comme un pot de peinture qu'on fait tomber par terre. Ça éclabousse partout. Donc il y a plein de... S'il y a des choses qu'on trouve un peu, des réactions qu'on a chez soi, c'est peut-être le pot de peinture qui n'a rien à voir et qui a éclaboussé. Oui, voilà. C'est vrai. Donc il faut être tolérant avec soi-même. Je crois. Parce qu'on est beaucoup avec les autres, mais parfois pas assez avec soi-même. Merci, t'es plein de bonnes choses pour la suite. Ouais. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et très beau mariage à vous deux, parce que ça, c'est quand même un aboutissement de tout ce que tu as vécu depuis toutes ces années qui sont... On veut des photos. Hein. Ah ouais. C'est quand même, j'ai l'impression, c'est horrible, mais je pense que c'est... Je vais être encore très vulgaire parce que c'est quand même un petit doigt que je fais au ciel de me marier. Voilà. C'est ça. Ouais. Un beau bras d'honneur. Ouais. Voilà où j'en suis. Ça y est, j'y suis arrivée. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. Oui, parce que lui, il voulait pas me détruire. C'était pas son but. Non, bien sûr. Mais il t'a fait du mal et aujourd'hui, tu t'en sors de la plus belle des façons. Oui, avec le chemin que tu as parcouru. Ouais. Bravo. Merci. Gros bisous, Géraldine. Bisous à toutes les paillettes. Merci d'être là. Merci. À bientôt. À bientôt.